Il est 3h47 du matin quand les cloches de Saint-Pierre se mettent à sonner. Ce n'est pas l'appel à la prière, mais le glas lourd qui annonce la mort d'un pape. Pourtant, Léon XIV est bien vivant, et quelqu'un veut faire croire le contraire. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les secrets de cette nuit qui a failli faire vaciller le Vatican. Au palais apostolique, le pape répond au téléphone. Il veille depuis 1 heure, car un document glissé sous la porte de la secrétairerie d'État juste après minuit, signé par 13 cardinaux, déclare que son élection de mai 2025 était invalide et que son siège est vacant. Léon XIV lit le document une fois, puis une seconde, avant de le plier calmement en deux. Il décroche son téléphone et prononce seulement 4 mots. Réveillez la gendarmerie. Quelque chose de grave se prépare au Vatican. Dès 4 heures du matin, les accès sont verrouillés. Rien ne filtre. 3 cardinaux sont extraits de leurs appartements pour être isolés, tandis que la garde suisse renforce la sécurité du pape. Une autre copie de la déclaration est découverte dans la basilique, et une 3e est publiée sur un site traditionnaliste étranger. En 20 minutes, la rumeur est partagée plus de 200 000 fois. Les médias italiens s'en emparent à 5 heures, suivis par les chaînes internationales peu après. Le monde s'éveille face à un titre de presse impensable. Le pape Léon XIV est déclaré illégitime et la vacance du pouvoir est proclamée. Pourtant, au sein du palais apostolique, aucune panique ne submerge le souverain pontife. Il examine posément les 13 signatures au bas du document. Il connaît ces hommes et comprend ce que le public ignore encore. Ce complot ne date pas de cette nuit, il se trame depuis des mois. Restez avec moi pour découvrir comment cette conspiration a été démantelée en moins de 4 heures. Ce que le pape s'apprête à faire va tout bouleverser. À 6 heures du matin, un premier cardinal craque déjà. Il réclame en secret une audience privée avec le pape, sans avocat ni conseiller. Léon XIV accepte immédiatement cette requête. La rencontre a lieu dans la petite chapelle située derrière la bibliothèque papale. Le cardinal s'agenouille, d'abord silencieux, avant de confesser à voix basse qu'ils sont bien plus de 13 dans cette conspiration. Le pape reste impassible et lui demande simplement combien ils sont. Le cardinal évoque alors au moins 30 ou 40 personnes, soutenues par d'immenses ressources financières. Le souverain pontife hoche la tête, ses soupçons se confirment. Sans lui accorder son pardon pour le moment, il pose une ultime question avant que l'homme ne s'en aille. Qui dirige ce mouvement? Après une hésitation, le cardinal lâche un nom, celui d'un riche laïc habitué des magazines de finance. Cet homme n'a jamais été vu dans les bureaux du Vatican, mais ses capitaux transitent par des comptes liés à l'Église depuis près de 2 ans. Le pape inscrit ce nom sur un bout de papier qu'il glisse dans sa soutane, gardant le silence pour les 6 prochaines heures. Pendant ce temps, à 3 rues de la place Saint-Pierre, un ordinateur est détruit et un téléphone brisé. Dans le nord de l'Italie, un vol privé devant emmener 2 cardinaux en Suisse est annulé d'urgence. À la Banque du Vatican, les transactions sont épluchées en temps réel et plusieurs comptes sont gelés avant 7 heures du matin. Ce n'est pas une simple querelle théologique, c'est une offensive financière majeure, et le pape réagit avec une vitesse foudroyante. La fameuse déclaration n'était que la première étape de leur plan. La seconde phase devait se dérouler le lendemain matin, lors d'une messe prévue pour le 19 avril, coïncidant presque avec l'anniversaire de la mort du pape François. Les conspirateurs voulaient interrompre la cérémonie en direct pour lire leur texte durant l'homélie et provoquer un schisme mondial sous les yeux des caméras. Informé par le commandant de la garde suisse à 9 heures du matin, Léon XIV écoute sans broncher. Il pose alors une seule question. Qui doit mener cette interruption? Le commandant lui donne alors le nom d'un cardinal très influent, un collaborateur proche qui déjeunait encore à la table du pape il y a 3 semaines à peine. Le pape ne cille pas. Il ordonne de le laisser venir, mais de s'assurer que son micro reste muet. À 10 heures, la secrétairerie d'État est totalement verrouillée et les communications internes sont sécurisées. Les réseaux mobiles de la basilique seront brouillés le lendemain. En parallèle, la justice italienne est sollicitée en urgence pour surveiller 2 hauts fonctionnaires du Vatican. À 10h40, Léon XIV surprend tout son monde en invitant le cardinal rebelle à déjeuner. Ce conseiller accepte, ignorant que son double jeu est démasqué. Il arrive à 12h30, tout sourire, une sacoche de cuir sous le bras. Le repas dure 11 minutes, durant lesquelles le souverain pontife garde un silence presque total. Le pape laisse son invité parler, mentir effrontément,
et louer sa loyauté envers le trône de Saint-Pierre. Puis, sans un mot, il fait glisser un document de l'autre côté de la table, une transcription signée et certifiée. Le visage du cardinal se décompose. Face à son mutisme, Léon XIV prononce 3 sentences irrévocables. Vous n'assisterez pas à la messe demain. Vous ne quitterez pas Rome sans autorisation. Et vous me livrerez tous les noms ce soir, sous peine de faire face au procureur italien demain matin. Terrifié, le prélat capitule et livre 41 complices. L'après-midi même, les 13 premiers noms fuitent dans la presse italienne, révélant la trahison d'un leader traditionnaliste qui nie tout en bloc. En moins de 2 heures, 3 experts valident officiellement la signature du cardinal rebelle. Le Vatican garde pourtant le silence. Le pape convoque sa plus fidèle alliée au sein de la curie, la responsable de la communication nommée sous François et réputée pour sa discrétion absolue. Il lui donne une consigne claire en 7 mots. Préparez un communiqué, je le signerai moi-même. Quand elle lui demande pour quel moment, il répond simplement « demain, après la messe ». Mais il ne s'agit pas de l'office public, mais d'une cérémonie secrète dont seuls 3 initiés connaissent l'existence. Durant l'après-midi, d'autres cardinaux paniquent et viennent se confesser tour à tour, espérant négocier leur protection en échange d'aveux. Le pape écoute sans interrompre, prenant des notes manuscrites à l'abri des regards et des micros. À la nuit tombée, la liste est terrifiante. 29 cardinaux, 12 mécènes étrangers, 2 anciens officiels du Vatican faisant office d'intermédiaires et un prélat à la retraite servant de caution morale. Mais la pire découverte concerne un évêque de la Curie, promu personnellement par Léon XIV l'automne dernier, qui transmettait des secrets aux comploteurs depuis 6 mois. Le souverain pontife referme le dossier en silence. Il s'approche de la fenêtre pour contempler le dôme de Saint-Pierre plongé dans l'obscurité. Si les cloches se sont tues, la ville en contrebas, elle, s'agite dangereusement. Rome est sous tension. La presse publie des éditions spéciales, tandis que des manifestants envahissent la place. D'un côté, des traditionalistes accusent le pape d'être un usurpateur. De l'autre, des partisans des réformes brandissent des portraits du pape François. Les forces de l'ordre s'interposent et procèdent à 2 arrestations à minuit. Pendant ce temps, Léon XIV ne dort pas. À 4 heures du matin, le 20 avril, il accomplit un geste inédit pour un pape moderne. Il quitte le palais apostolique seul, vêtu d'une simple soutane noire, sans aucun signe distinctif. Il traverse la place Saint-Pierre dans le noir, sous les yeux de la garde suisse qui a reçu l'ordre strict de rester en retrait. En le voyant entrer par une porte dérobée, le sacristain surpris laisse tomber ses clés. D'un geste, Léon XIV lui impose le silence avant d'aller s'agenouiller devant le maître-autel. Il y reste immobile durant 23 minutes. Personne ne sait ce qu'il a demandé dans ses prières, mais la riposte s'organise dès son retour. À 6 heures, il appelle le responsable des évêques, puis son secrétaire d'État à 6h15. À 6h30, il signe la destitution d'un cardinal et la suspension de 12 autres. Enfin, à 7 heures, la radio du Vatican reçoit l'ordre de libérer l'antenne pour 10 heures. Le pape va s'adresser au monde et l'onde de choc s'annonce historique. Dès 8 heures, la nouvelle fait le tour des chancelleries mondiales. À 9h30, la place Saint-Pierre déborde de fidèles et de curieux, obligeant la police à boucler le quartier. Chez les conspirateurs, c'est la panique générale depuis l'annonce radiophonique de 7h30. 6 d'entre eux tentent de fuir. L'un d'eux est arrêté à l'aéroport de Fiumicino à 8h50 avec un ordinateur crypté. Un autre supplie en tremblant le bureau de presse d'annuler sa signature. Mais le piège s'est refermé. Dans ses appartements, Léon XIV revêt posément sa soutane blanche et ses chaussures rouges. Sans même un regard pour son miroir, ses yeux se posent sur le portrait posé sur son bureau, celui du pape François. Vous et moi allons aujourd'hui disséquer les événements de cette matinée de 2018 où l'impensable s'est produit. Au Vatican, un homme frôle un cadre doré, murmure quelques mots secrets, puis avance vers son destin. À 10 heures tapantes, le balcon de Saint-Pierre s'ouvre. La foule se tait sous le bourdonnement des drones de surveillance, alors que la BBC, CNN et les télévisions du monde entier interrompent leur programme. Sans aucune note, le pape Léon XIV s'agrippe à la balustrade et parle pendant 7 minutes d'une voix glaciale. Il commence par nommer les 13, puis les 29, puis les donateurs étrangers. Sans jamais accuser,
Il égrène des faits bruts, des dates, des montants précis et des lieux de rendez-vous secrets. Dès la 3e minute de ce discours, le silence s'installe chez les cardinaux. À la 5e minute, 3 d'entre eux quittent leurs appartements sous escorte. À la 6e minute, Léon XIV s'arrête, fixe la foule et prononce ces phrases historiques. L'Église ne se cachera plus. La vérité n'est pas négociable. Le siège n'est ni vide, ni à vendre. Si vous voulez partir, partez. Mais vous n'emporterez pas cette Église avec vous. La foule explose en acclamations. Une femme tombe à genoux et un prêtre pleure près de la colonnade. Sans un sourire, le pape lève la main. Le silence revient et il annonce 3 mesures. Le premier décret impose un audit financier indépendant et immédiat, supervisé par des auditeurs externes au Saint-Siège. Le deuxième exige la restructuration du collège des cardinaux, écartant chaque suspect de tous les comités en attendant l'enquête. Enfin, le 3e point crée une commission spéciale sur les influences étrangères, coopérant pleinement avec la justice italienne. Le pape n'annonce aucune arrestation, ni aucun nom depuis le balcon. Ce n'est pas nécessaire. La liste a été publiée sur le site de presse du Vatican à l'instant précis où il a commencé à parler. À 11 h du matin, 16 cardinaux sont suspendus de leurs fonctions. À midi, 4 ont déjà démissionné. Dès 13 h, 2 cardinaux sont placés en garde à vue par la police italienne. À 14 h, le meneur de la fronde, qui passait son temps à donner des interviews sur l'authentique tradition, monte dans une voiture direction un commissariat du centre de Rome. Le complot est brisé en moins de 4 heures, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fin d'après-midi, un second scandale éclate. À la Banque du Vatican, des auditeurs découvrent des donations transitant par 4 sociétés écrans à Malte, au Luxembourg et au Panama. Cet argent provient parfois de réseaux politiques d'au moins 2 pays étrangers voulant affaiblir la papauté. Informé à 17 h, Léon XIV ne montre aucune émotion. Sa seule exigence consiste à transmettre ces informations aux procureurs italiens et, de manière cruciale, à 3 journalistes de confiance dont il donne les noms. L'affaire éclate dans la presse européenne à 19 h. À 20 h, un grand quotidien italien publie le premier décompte détaillé en une. 42 millions d'euros transférés via 7 banques sur 3 continents durant 21 mois. Les chiffres sont si précis que 2 ambassades à Rome publient des communiqués avant minuit pour prendre leur distance avec les suspects. Parmi eux figure un ancien ambassadeur, un sénateur européen en exercice et un homme d'affaires considéré jusqu'alors comme un pilier de la philanthropie catholique locale. En moins de 24 heures, la fondation de ce mécène perd 3 partenaires majeurs. À 21 h, les ministères des Affaires étrangères de 3 capitales nient toute implication, l'un d'eux exigeant l'expulsion du nonce du Vatican. Léon XIV réplique par une seule phrase via le secrétariat d'État. Le nonce reste. À 22 h, un 4e cardinal, venu d'hors d'Europe et absent de toutes les listes, arrive au palais apostolique pour dénoncer un plan de secours. Si le discours du balcon n'avait pas suffi, un groupe de clercs et de laïcs était prêt à occuper une basilique historique de Rome le soir même pour y demander l'asile et se déclarer le véritable reste de l'Église. Leur plan était de diffuser leur action en direct, d'attendre la couverture internationale et de forcer ainsi un schisme. Léon XIV écoute et ne pose qu'une question. Où? Dès que le cardinal nomme la basilique, la police italienne se déploie. À 23 h, elle est en place et l'occupation n'a jamais lieu, les comploteurs ayant fui devant les uniformes. Plus tard, 2 suspects sont arrêtés dans un hôtel de périphérie avec un communiqué, une caméra et une liste de 12 contacts médias. Les policiers y découvrent aussi un second texte, plus long, la Constitutio Fidei. C'est la charte d'une église parallèle, avec sa liste d'évêques, son budget et son siège situé en Europe centrale. L'annonce officielle de cette scission était fixée à 3 jours après la messe commémorative. Léon XIV passe la nuit à lire les 47 pages du texte, sans dire un mot. À la fin, il le tend à son secrétaire d'État. Gardez-le, un jour, les historiens le réclameront. Après minuit, le pape écrit à son bureau durant 1 heure entière. Lettre personnelle à François, ou ébauche d'une nouvelle encyclique. Personne ne sait ce que contenait cette page mystérieuse. Le lendemain matin, le 21 avril, jour anniversaire exact du décès de François, Léon XIV pénètre dans la basilique Saint-Pierre bondée pour célébrer l'office historique. Chaque siège est occupé et toutes les caméras du monde sont braquées sur l'autel de la basilique,
qui n'avait pas connu une telle affluence depuis les funérailles célébrées un an plus tôt. 3 présidents se rendent à Rome en moins de 24 heures pour apporter leur soutien au pontife. Devant la foule, Léon XIV ne prononce aucun mot sur le complot ni sur le balcon. Il parle uniquement de François, de pauvreté, d'humilité et d'une église servante qui ne se cache plus. Une phrase retient l'attention de tous les reporters. Le siège n'a jamais été vide, car l'église ne l'était pas, et vous ne l'étiez pas non plus. Le pape bénit la foule et rentre au Vatican. La vie de l'institution reprend son cours, alors que les cloches résonnent le soir venu, célébrant la continuité d'une église rétablie qui a refusé de se diviser. Les médias internationaux diffusent 2 mots porteurs de sens. Sede plena. Le siège est occupé. Le jour suivant, 22 conférences épiscopales condamnent fermement la mutinerie et confirment la légitimité de Léon XIV. Les canaux traditionalistes retirent leurs diatribes une par une, certains préférant fermer boutique. Le cardinal renégat qui devait saboter la messe ne fera plus aucune apparition publique, banni à jamais dans un monastère du nord de l'Italie sous surveillance canonique. Sa carrière publique est désormais terminée. L'évêque qui informait les comploteurs démissionne en silence pour s'isoler, en l'espace de 2 semaines, dans une obscure paroisse oubliée très loin de Rome. Le prélat à la retraite, caution idéologique du mouvement, publie un plaidoyer de 5 pages où il s'autoproclame défenseur de la tradition, mais son écrit tombe dans l'oubli. Les soutiens financiers font l'objet d'enquêtes dans 3 pays. 2 sont inculpés de fraude, un 3e s'enfuit, et le principal argentier est traqué à l'heure où vous regardez cette vidéo. De son côté, Léon XIV se remet au travail sans bruit ni mémoire. Pas une seule interview exclusive n'est accordée par le pape aux médias internationaux. Léon XIV poursuit son labeur quotidien de nomination, d'audience et de correspondance, fort de la certitude de n'avoir de comptes à rendre qu'au Créateur. Derrière les murs du Vatican, l'assainissement est foudroyant. Les circuits financiers sont verrouillés et la communication interne est placée sous une autorité centrale unifiée. C'est la fin définitive des enveloppes secrètes sous table et des réunions officieuses de couloir. Les cardinaux dubitatifs ont perdu leur voix, et les conspirateurs muets sont rétrogradés vers des fonctions honorifiques sans portée. Les cardinaux fidèles obtiennent plus de pouvoir, mais subissent aussi une surveillance renforcée de la part du pape. Léon XIV récompense la loyauté, mais pas la soumission aveugle, et son entourage a parfaitement compris la différence. Le 3e soir, après son coup d'éclat du balcon, il dîne en secret avec 12 jeunes prêtres de paroisse venus de 12 pays différents, tous âgés de moins de 40 ans. Aucun prélat ni journaliste n'est admis à ce repas de 2 heures. Loin des sermons solennels, le chef de l'Église les interroge avec humilité sur ce qui fonctionne et ce qui s'effondre dans le monde réel, écoutant leurs réponses sans donner de leçons. L'homme se contente d'écouter, absorbant chaque mot en silence. Lorsque le dîner prend fin, il se lève calmement et leur adresse une unique consigne. Rentrez chez vous, continuez à travailler, et souvenez-vous que l'Église n'est pas faite de ces murs de pierre, car l'Église, c'est vous. Parmi ces prêtres, 3 seront nommés évêques d'ici 2 ans. Ils l'ignorent encore, mais le souverain pontife a déjà tracé leur destin. 1 an après la mort du pape François, l'institution n'a pas sombré. Elle est restée debout. Cet Augustin américain, élu en mai de l'année dernière dans l'anonymat presque total de son ordre, montre enfin au monde sa véritable nature de dirigeant. Ni tendre, ni impitoyable. Stratégique. Direct. Un pape qui n'a pas besoin de menacer pour agir. C'est au cœur de sa chapelle privée, durant cette nuit fatidique où tout s'est joué, qu'il aurait consigné une unique phrase dans son journal intime. L'un de ses plus proches conseillers a plus tard évoqué ces mots, sans jamais les confirmer officiellement. Il pensait que le siège était vide. Il se trompait. Dehors, sur la place, bien après le départ des Camérins, quelques fidèles sont restés debout jusqu'à l'aube, bougie à la main, contemplant silencieusement la coupole de Saint-Pierre dans la nuit. Ils n'attendaient pas un nouveau successeur, mais veillaient sur celui qu'ils avaient déjà. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous et écrivez Sede Vacante en commentaire. Le prochain chapitre du Vatican s'écrit déjà sous nos yeux, et il s'annonce monumental.